Voilà, ok. Alors, je commence à voir certaines personnes. Bonsoir, Sandra Fiao. Invitez vos amis sur ce live pour que nous puissions discuter un tout petit peu parce que la dernière fois, j'ai promis parler du Gabon. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Ce soir ou cet après-midi, je vais essayer de parler un tout petit peu du Gabon pour donner mon opinion, ou en tout cas l'opinion du Mortra sur ce qui s'est passé le lundi 7 janvier 2019. Et je vais d'abord partir d'un principe simple. Ce principe qui est que le Mortra, en tant qu'organisation visant la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, s'oppose de principe au coup d'État. Voilà. Il faut noter ça. Ça, c'est le principe. Le Mortra, en tant qu'organisation de la jeunesse panafricaniste et ayant une connaissance de l'histoire et ayant parcouru notre histoire en tant que peuple dominé, soumis, érige un principe simple, c'est son opposition au coup d'État. Et je vais expliquer pourquoi le Mortra s'oppose au coup d'État, avant de pouvoir revenir sur la situation du Gabon en tant que tel. Nous nous opposons au coup d'État parce que l'institution sur laquelle se fondent les pouvoirs en Afrique, c'est l'institution militaire. C'est l'armée coloniale habillée en armée nationale. Donc, lorsque l'armée, par moment, décide d'entrer en jeu, d'entrer sur la scène politique ou de prendre un certain nombre de décisions de manière visible, puisque c'est cette armée qui est en fait l'institution sur laquelle se fondent les pouvoirs africains. Quand cette armée décide de sortir à un moment donné pour opérer un coup d'État, c'est que ce coup d'État n'est jamais en faveur du peuple. Ce coup d'État, par principe, n'est jamais en faveur du peuple. C'est que l'armée fonctionne comme un corps qui se servait jusque-là de sa main droite, mais qui, avec le coup d'État, décide d'utiliser la main gauche. C'est le même corps qui reste, le même cerveau qui opère, mais c'est simplement la main qui change. Donc, lorsque l'armée décide de faire un coup d'État et de confier le pouvoir à des gens ou à un groupe de militaires et ensuite opérer des élections, c'est que cette armée-là ne fait que changer de main. Le corps militaire, le cerveau militaire reste intégralement. Première raison pour laquelle nous nous opposons au coup d'État. Oui, il peut y avoir des exceptions. On a vu par exemple au Ghana de John Jerry Rawlings et le Burkina Faso de Thomas Sankara, où là on a deux militaires, deux groupes de militaires, d'hommes armés qui ont pris le pouvoir et qui ont essayé de construire quelque chose d'assez potable. Mais justement, ces deux exceptions confirment la règle que ce sont les militaires, c'est l'institution militaire qui fonde le pouvoir en Afrique. Et d'ailleurs, le Ghana, qu'on cite tant, qui est devenu, selon les Africains, selon les normes adoptées par les Africains, les normes occidentales adoptées par les Africains, le Ghana est une démocratie selon les Africains.
c'est que ce pays n'est jamais sorti de la situation d'une économie coloniale. Disons, ce qui est important dans la renaissance d'un peuple, c'est que l'appareil économique produise pour nourrir la population locale et ensuite résolve les problèmes de la population locale. Donc le Ghana, oui, sont les critères de la démocratie formelle occidentale, est une démocratie, mais cette démocratie, au-delà de l'alternance et du changement pour le changement, il n'y a rien en tant que tel que le Ghana apporte de manière significative dans l'histoire du peuple noir. Donc, coup d'État, opposition par principe, parce que l'institution sur laquelle se fonde le pouvoir colonial en Afrique, c'est l'instrument militaire. Deuxième raison pour laquelle nous nous opposons, ou nous sommes opposés de principe au coup d'État, c'est que le coup d'État confirme la nature même du pouvoir politique en Afrique, qui est un pouvoir appartenant à un groupe, à un petit nombre de personnes qui décident. Or, pour que l'Afrique renaisse, il va falloir que le peuple, qui est le fondement, qui doit être le fondement même de la démocratie, puisse jouer son rôle. C'est le peuple qui doit, dans un souci de reprendre son pouvoir de décision perdu depuis des millénaires maintenant, donner le pouvoir à un individu, contrôler cet individu ou ce groupe d'individus, révoquer ou en tout cas retirer le pouvoir des mains de ce groupe d'individus lorsque ce peuple estime que cela n'exerce pas le pouvoir dans son intérêt bien compris. Donc, ce que nous visons en tant qu'organisation de la jeunesse panafricaniste, en tant que panafricaniste, véritablement informés des lois de l'histoire, nous ne voulons pas que la décision, le fait de décider de retirer le pouvoir des mains des dictateurs africains revienne à un groupe d'individus aussi bien militaires que civils. Nous voulons que notre peuple s'organise. Nous voulons que notre peuple assume ses responsabilités. C'est comme ça que le peuple africain va redevenir un peuple. C'est comme ça que le peuple africain va apprendre à grandir et à être adulte. Ce n'est que lorsque le peuple africain va apprendre à s'organiser, à se lever comme un seul homme pour retirer le pouvoir des mains de ceux qui l'exercent dans leur propre intérêt et dans l'intérêt de leur maître étranger, c'est là que le peuple africain montrera qu'il est maintenant capable de pouvoir aborder la phase première de la renaissance de l'Afrique. Donc, c'est ça la deuxième raison pour laquelle nous nous opposons au coup d'État. Donc, première raison pour laquelle nous nous opposons au coup d'État, c'est que le pouvoir en Afrique est fondé sur la continuité de la conquête militaire coloniale, puisque les armées africaines sont construites à partir de l'idée coloniale. Deuxième raison pour laquelle nous nous opposons au coup d'État, par principe, c'est que nous voulons que notre peuple renaisse. Et donc, nous voulons que notre peuple reconquiert son pouvoir de décision perdu. Il ne s'agit pas de laisser le pouvoir de décision entre les mains de quelques individus. Et un pouvoir tyrannique ne naît qu'à partir du moment où il y a un déséquilibre entre le peuple et un groupe d'individus
aussi bien civils que militaires, qui prennent le pouvoir et qui l'exercent dans leur propre intérêt. Donc, pour que le pouvoir passe des mains de ce petit groupe-là aux mains du peuple, il faut nécessairement que ce soit le peuple qui se lève, qui s'organise et qui reprenne son pouvoir de décision. Cela, oui, pour ceux qui sont dans le court terme, ceux qui veulent que les solutions soient ici et maintenant trouvées, ces gens-là vont raisonner en termes de pragmatisme en disant il faut qu'il y ait un groupe de militaires qui interviennent et qui prennent le pouvoir pour le redonner à des civils. Sauf que le risque derrière, c'est que celui qui transmet le pouvoir, c'est lui qui est le véritable détenteur. Le groupe qui va opérer un coup d'État et qui va transmettre le pouvoir à des civils, ça veut dire que ces civils-là sont sous le contrôle de ces gens, de ces individus armés qui viennent de l'institution militaire. La troisième raison, comme je viens de l'indiquer, c'est que nous voulons que notre peuple renaisse. Et pour que le peuple africain renaisse, ce peuple doit tenir compte de ce que sont les lois de l'histoire. Et une des lois de l'histoire, c'est que lorsque le pouvoir politique ou économique tombe dans les mains d'un groupe d'individus, armés ou civils, c'est que c'est au peuple qui revient le devoir de s'organiser. Cela peut prendre tout le temps que ça doit prendre. Cela doit prendre le temps que ça doit prendre. Mais si nous habituons notre peuple aux facilités de coup d'État, aux facilités, aux raccourcis de coup d'État, ça veut dire que notre peuple ne prendra jamais, en tout cas nous allons retarder ses responsabilités. C'est pour ça que nous nous opposons au coup d'État. Nous sommes parfaitement lucides là-dessus. Nous sommes parfaitement lucides sur le fait que les coups d'État peuvent donner l'impression que il y a un groupe de sauveurs qui vient sauver la patrie et liquide le régime tyrannique en place. Sauf que dans la réalité, cela n'est pas le cas. Quatrième raison, c'est que dans l'histoire, nous avons vu, dans l'histoire de l'Afrique, nous avons connu beaucoup de coups d'État. Ces coups d'État ont débouché sur quoi? Ils ont débouché sur le renforcement de la tyrannie. Donc, raison idéologique, raison de la pratique du pouvoir politique, raison historique, raison historique et raison de la responsabilité populaire. Raison de la responsabilité populaire. Ensuite, lorsque un groupe d'individus prend le pouvoir, ce groupe d'individus, il est facilement contrôlable. Il est facilement contrôlable aussi bien par l'étranger que par des puissances internes qui vont vouloir l'orienter dans leur sens. Donc, voilà les raisons pour lesquelles nous nous opposons au principe de coup d'État comme manière de changer les régimes politiques en Afrique et soi-disant pour redonner le pouvoir au peuple. Non, le pouvoir reviendra au peuple à partir du moment où le peuple lui-même sera en capacité de s'organiser pour lutter contre les tyrans. C'est ça. Et dans toute l'histoire de l'humanité, c'est l'une des lois les plus enracinées de l'histoire, c'est que lorsque le peuple lui-même assume ses responsabilités, eh bien, tous ceux qui arrivent plus tard au pouvoir craignent le peuple et n'opèrent plus ou bien n'arrivent pas à opérer par corruption. Parce que si à supposer que un groupe d'individus prennent le pouvoir, et c'est ce qui arrive très souvent dans les territoires africains, prennent le pouvoir et choisissent l'armée, donnent les conditions matérielles, financières, économiques, tout ce que vous voulez, politiques, à l'armée et à ses dirigeants. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'armée va soutenir ce groupe-là contre le peuple. Voyez? Et c'est ce qui se passe toujours. Quand on voit tous nos pays africains, l'institution qui est privilégiée, c'est l'institution militaire. Parce que le dictateur, il a peur des armes.
Il a peur parce qu'il sait, lui-même d'ailleurs, il ne fonde son pouvoir que sur la violence et sur l'institution militaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? L'institution qu'il choisit, qu'il traite mieux que toute autre institution, c'est le corps militaro-policière pour pouvoir garder sa prise sur ce pouvoir-là en aliénant à son pouvoir l'institution militaro-policière. C'est pour ça que nous devons sortir du raisonnement qui consiste à vouloir des facilités militaro-policières à des régimes qui sont fondamentalement anti-peuple et anti-progrès en Afrique et anti-panafricanistes. Voilà. Donc, notre devoir, c'est de remettre l'histoire au cœur des grands enjeux africains, de montrer aux Africains que c'est à eux et à eux seuls qui revient le travail d'organisation nécessaire pour pouvoir reconquérir leur pouvoir de décision perdu et confisqué par un groupe d'individus soutenus de l'extérieur contre le peuple africain. Donc voilà un peu le cadre global, le cadre général que le MOLTRA s'est fixé. C'est pour ça que nous n'adhérons pas au principe de coup d'État. Maintenant, si je reviens un peu sur ce qui s'est passé au Gabon, il y a deux hypothèses fondamentales qu'il faut évoquer, étant donné que nous n'avons pas encore... il faut un peu de temps pour pouvoir avoir tous les éléments et reconstituer clairement ce qui s'est réellement passé. Pour le moment, c'est trop tôt. Mais le MOLTRA a travaillé sur deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que soit ceux qui ont opéré ce coup d'État, enfin ce cinéma, c'est vrai, véritablement c'est un cinéma de coup d'État, sont des naïfs, sont très naïfs et ne maîtrisent rien du tout de ce qu'est l'échiquier politique africain et plus particulièrement gabonais. Ça veut dire que ce sont des plaisantins, ce sont des gens qui se sont levés comme ça pour penser que parce qu'ils ont quelques armes en main, ils pouvaient changer, disons, le cours de l'histoire au Gabon. Ça veut dire que ces gens ne maîtrisent même pas ce que c'est que l'histoire du Gabon et ne savent pas comment ce pays est constitué. Tout d'abord, le Gabon, historiquement, je ne vais pas faire long, le Gabon est créé de toutes pièces à partir de la période de la libération, disons, de l'abolition de l'esclavage. C'est tout. C'est-à-dire que Libreville était fondé par les Français, notamment. Libreville, c'est-à-dire que c'est la ville où quand on affranchissait les esclaves, quand on libère les esclaves, on les faisait garder dans cette localité-là. Dans cette localité. Donc, le Gabon, c'est une création de toutes pièces à partir de l'esclavage. Bon. Ensuite, le Gabon est un des territoires français les plus, disons, les plus arrimés, les plus attachés à la France. Parce qu'il y a de gros intérêts là-bas, notamment l'intérêt pétrolier. Le Gabon est un pays très important pour la France. Donc, un groupe de militaires ne peut pas se lever un matin sans tenir compte de ça, de cette histoire-là, pour s'exposer et exposer les gens de cette manière véritablement ridicule. Bon, il y a certaines personnes qui disent que ces gens-là ont été courageux, que c'est plutôt le courage, il faut saluer leur courage. Aujourd'hui, je ne sais pas, moi je n'ai pas encore tous les éléments en main pour apprécier le courage ou la lâcheté de ces gens. Moi je pars de deux hypothèses. La première hypothèse est que ces gens-là sont d'une naïveté incroyable et ils ont fait ce qu'ils ont fait et donc cela ne peut qu'aboutir à ce que nous avons vu, c'est d'ailleurs l'échec.
parce qu'ils n'ont pas tenu compte d'un certain nombre de paramètres historiques, économiques, militaires, stratégiques, très importants. Si un groupe de militaires se lève pour, soi-disant, libérer ce pays-là, qu'est le Gabon, et accomplir un devoir patriotique, sans tenir compte de ces éléments-là, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Oui? Donc, première des choses, première hypothèse, ces gens sont des naïfs. Ils n'ont tenu compte de rien. Ils se sont fondés sur le fait qu'ils ont quelques armes en main et se sont levés pour aller se faire piéger eux-mêmes. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, et c'est l'hypothèse la plus, de notre point de vue, la plus probable, et l'histoire va nous le démontrer plus tard, c'est que ce coup d'État-là, qui a été opéré le lundi 7 janvier, ressemble très fortement à ce qui s'est passé le 19 février 1964 avec Léon Mba. Léon Mba étant le président à qui la France avait accordé ou octroyé l'indépendance du Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé en 1964? C'est que Léon Mba, qui gérait le pouvoir colonial transmis par la France, était fragile, malade même. Et la France a décidé de le remplacer. La France a décidé de remplacer Léon Mba du pouvoir. Et comme stratégie, la France, parce qu'il y a eu des oppositions aussi de palais, quelques personnes, et puis lui-même, Léon Mba, qui ne voulait pas lâcher le pouvoir, qu'est-ce que la France va faire? La France va opérer un coup d'État, va faire commettre un coup d'État, un semblant de coup d'État au Gabon. Le président, le dirigeant de l'époque, Léon Mba, va être capturé par un groupe de militaires qui l'ont présenté à la radio et à la télévision pour qu'il lise lui-même sa déclaration de démission. Il n'y avait pas eu de coup de feu, mais c'était un coup d'État, comme on l'a vu. Comme on l'a vu le 7 janvier dernier, c'est un coup d'État plus ou moins pacifique. Plus tard, Léon Mba a disparu. Et deuxième étape de l'opération, pour que la France reconquiert le pouvoir et le transmette à un individu encore plus fidèle que Léon Mba, à ses intérêts, c'est que la France va intervenir directement en envoyant un détachement, quelques bataillons français directement au Gabon pour aller rechercher Léon Mba, le remettre au pouvoir et adjoindre à Léon Mba un vice-président. Donc, troisième opération, c'est que la France va réunir quelques Gabonais à l'ambassade du Gabon à Paris pour leur dicter une nouvelle constitution avec la création d'un poste de vice-président qui doit remplacer en cas de changement, en cas d'indisponibilité du président, en cas de vacant du pouvoir, l'occupation de la présidence par le vice-président. Donc la France va faire créer dans le texte constitutionnel du Gabon le poste de vice-président. Et devinez à qui est-ce qu'on va confier cette vice-présidence? Oumar Bongo, le père d'Ali Bongo, qui est un agent des services secrets français. Donc la France va opérer dans un premier temps un coup d'État
ensuite va intervenir elle-même pour aller rechercher le président pour lui dire, voyez, sans moi, vous n'êtes rien. Ils vont le replacer au pouvoir. Troisième étape de l'opération, la France va faire écrire une constitution et prévoir dans cette constitution-là la création du poste de vice-président, laquelle vice-président sera confié à Oumar Bongo, qui est un allié extrêmement fidèle, est un enfant même de la République française. Et donc, à la mort de Léon Mba, d'ailleurs, lequel Léon Mba était très faible, ridicule même, lui-même, il avait présenté Bongo à la télévision pour dire que voilà, c'était le successeur. Et d'ailleurs, à partir du moment où Bongo a pris le poste de la vice-présidence, c'était lui qui dirigeait le Gabon, jusqu'à ce que Léon Mba nous dégage de la scène. Et là, Oumar Bongo a pris tout à fait la place et a dirigé dans l'intérêt bien compris de la France, jusqu'à sa mort. Et à sa mort, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère le pouvoir à son fils. Il transfère le pouvoir à son fils avec les mêmes acteurs, notamment la France. Donc, ce qui s'est passé le 1er janvier 2019 ressemble étrangement à cet épisode de transmission du pouvoir des mains de Léon Mba aux mains d'Oumar Bongo par la France en 1964. Et selon nous, c'est cette hypothèse qui est la plus probable. Pourquoi? Parce que, nous avons les mêmes acteurs, quasiment. Nous avons une partie, enfin, un groupe de gens armés, enfin, venant de l'armée. Nous avons le président, en tout cas le tyran malade, qui, circonstance aggravante, se trouve à l'extérieur. Donc, il se joue aujourd'hui en interne, au sein de l'équipe même dirigeante du Gabon d'aujourd'hui, de forts tiraillements pour savoir qu'est-ce qu'on fait d'Ali Bongo. Qu'est-ce qu'on fait d'Ali Bongo? Et qu'est-ce qu'on fait de sa place? Donc, les factions, probablement, certainement qu'il y a des factions qui sont créées. Il y a une partie des fidèles, ou en tout cas de l'entourage d'Ali Bongo, qui est pour qu'on maintienne à chaud la place à Ali Bongo pour qu'il revienne, quitte à ce que il ne puisse pas exercer le pouvoir, mais qu'il puisse revenir et occuper, entre guillemets, son trône. Et une autre partie qui serait pour que on procède par une transition, en procédant à une sorte de révolution de palais. Donc on va travailler sur la possibilité d'une transmission du pouvoir de manière plus ou moins pacifique, au travers d'une révolution de palais. Et dans tout ceci, la France, qui est l'acteur clé, qui est l'institution, qui est l'institution qui détient réellement le pouvoir au Gabon et dans ces territoires, va jouer un grand rôle. Donc le troisième acteur qui est là, c'est la France, qui va jouer le rôle définitivement de l'institution qui transfère le pouvoir au Gabon. Donc le coup d'État tel qu'il a été opéré ressemble étrangement à ce qui s'est passé le 19 février 1964 avec Léon Mba, qui finalement a conduit à l'installation d'Oumar Bongo, qui a exercé le pouvoir jusqu'à sa mort pour finalement le transférer à son fils, dans les mêmes conditions quasiment. Bon, ça c'est la deuxième hypothèse. Et selon nous, c'est l'hypothèse la plus probable. C'est l'hypothèse la plus plausible. Maintenant, les années à venir vont nous démontrer, on aura les archives vont parler, bon, il y aura quelques acteurs qui vont parler, et là, on saura exactement
laquelle de ces hypothèses se confirme historiquement. Et je dis que la deuxième hypothèse, c'est-à-dire l'épisode, la répétition de l'épisode du 19 février 1964 avec Léon Mba, le coup d'État qui a été opéré contre Léon Mba, qui se répète là, parce qu'il y a eu aussi en septembre 2018 un accord militaire sino-gabonais qui a été signé par Ali Bongo, au terme duquel la Chine a octroyé 16 milliards de francs CFA au Gabon pour que le Gabon puisse acquérir des instruments militaires et renforcer son pouvoir. Ce qui veut dire que la Chine fait une incursion extrêmement grave sur un terrain qui jusque-là était d'une fidélité incroyable à la France. Donc, pour toutes ces raisons, ça veut dire que la Chine, maintenant, développe un accord militaire avec le Gabon, lequel accord militaire aura comme conséquence le partage du pétrole et des ressources forestières et autres. Toutes les ressources du Gabon maintenant vont être, entre autres, partagées entre la France et la Chine. Voilà. Donc, ce qui est un problème. Ce qui est un problème, en tout cas, pour la France. Voyez. Donc, quand on connaît un peu l'attachement de la France à cette colonie gabonaise, qui est un centre très important de toutes les pratiques france-africaines, lequel centre opérationnel est contrôlé de bout en bout par la France, où Total, les intérêts de Total sont extraordinairement grands, où l'appareil, il y a des services de renseignement très importants au Gabon qui surveillent le moindre mouvement du pouvoir, le moindre mouvement des troupes gabonaises, avec une présence d'un camp militaire français qui est au Gabon. On ne peut pas imaginer que les gens soient surpris de ce qui s'est passé le 1er janvier 2019. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ce qui s'est passé le 1er janvier au Gabon. Donc voilà, nous ne pouvons pas aujourd'hui avec certitude dire que il y a que ceux qui ont fait ce coup d'État qui a échoué soit de patriotes animés d'intentions patriotiques, de renaissance et tout, uniquement. Et nous ne pouvons pas non plus confirmer que ces gens-là étaient manipulés dans le but de procéder, de répéter ce qui a été fait en 1964, c'est-à-dire reprendre le pouvoir des mains d'un Léon Mba malade, affaibli, et le transmettre à un vice-président qui est Omar Bongo à l'époque, qui était l'homme le plus favorable aux intérêts français au Gabon. Mais quand on analyse, quand on reprend, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours procéder à une analyse historique, stratégique et géopolitique de chacun des phénomènes qui surviennent dans nos soi-disant États africains. Et quand on remet un peu en perspective ce coup d'État et à l'aune de ce qui s'est passé le 19 février 1964 avec Léon Mba, eh bien on ne peut pas ne pas réfléchir sur cette hypothèse selon laquelle l'état de santé d'Omar Bongo, qui crée aujourd'hui probablement des camps au sein
du pouvoir gabonais, ben, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir sur l'hypothèse sur cette question, sur l'épisode historique de 1964. On ne peut pas s'empêcher ça. S'empêcher de réfléchir sur ce point-là me semble d'une naïveté incroyable. D'autant que le Gabon est surveillé de très près par l'institution militaire et les services de renseignement de la France. Parce que c'est le territoire sur lequel Total, des compagnies pétrolières, des compagnies qui traitent du bois et d'autres ressources, les ressources les plus... toutes les ressources du Gabon, ces institutions-là, ces pays-là sont présents et font tout pour que le Gabon ne puisse jamais évoluer comme d'autres pays africains. Donc, voilà la lecture que nous faisons de ce coup d'État raté. Donc, on ne peut pas aujourd'hui imaginer que ce sont des jeunes qui, comme ça, du jour au lendemain, se sont levés, animés de bonnes intentions. Voilà, ça, disons que l'histoire va nous renseigner là-dessus. Mais nous pensons qu'il s'agit plutôt d'une tentative ou en tout cas d'un projet en cours de réalisation pour arriver à l'épisode de 1964. Donc, aujourd'hui, nous voyons que la France est intervenue, a sauvé le pouvoir, ou en tout cas manipule l'ensemble de l'échiquier pour maintenir en quelque sorte le pouvoir d'Ali Bongo et en même temps serait en train d'opérer actuellement intensivement pour trouver un successeur à Ali Bongo, parce que la question d'Ali Bongo doit être solutionnée. De deux choses l'une. Soit on lui reprend le pouvoir et on le lui garde jusqu'à son retour. À ce moment-là, il sera éternellement redevable à la France qui aurait fait échouer ce coup d'État qu'elle-même elle organise. Ou alors, on va transférer le pouvoir à un autre groupe d'individus pour continuer dans le même sillage, et puis peut-être avec remise en cause d'un certain nombre d'outils de prise de position sur le l'échiquier international, notamment cet accord militaire sino-gabonais. Donc voilà un peu quelques points que je voudrais aborder dans cette histoire du Gabon, où on a vu l'émotion à son comble très tôt, surtout de la part des Togolais, parce que les Togolais imaginent toujours que ce qui est important, c'est que un groupe d'individus se lève pour reprendre le pouvoir des maîtres de Faure Gnassingbé. Donc partout, dès qu'un coup d'État intervient, quelque part, les Togolais sont très excités et félicitent en disant oui, vous voyez, il y a des armées exemplaires quelque part, mais chez nous, l'armée n'est pas exemplaire. Donc voilà, c'est donc chaque intervention militaire dans un territoire africain suscite l'engouement des Togolais qui lisent la scène politique africaine à l'aune de leur propre situation, ce qui est une faute, ce qui est une erreur d'appréciation grave, quoi. Donc voilà, chaque cas doit être mis en perspective et doit être analysé à l'aune des faits historiques qui se sont produits et à l'aune du déroulement de la vie politique, si on peut appeler les choses ainsi, en Afrique, où nous sommes dans une logique de continuité coloniale. Donc, si le pouvoir passe des mains de ceux qui l'exercent aujourd'hui aux mains d'un autre groupe demain, via
les militaires, via un coup d'État militaire, par l'intermédiaire d'un coup d'État militaire, il n'y a rien qui change. Ça veut dire simplement que on a abandonné l'utilisation de la main droite pour utiliser maintenant la main gauche, ou alors on a abandonné l'utilisation de la main gauche pour utiliser la main droite. Donc on confie le pouvoir, on retire le pouvoir de la main gauche pour le donner à la main droite, ou vice-versa, tout en gardant le corps qui opère et le cerveau qui opère. C'est pour ça que le MOLTRA s'oppose au coup d'État comme outil de changement politique. Parce que l'outil militaire, qui est l'institution sur laquelle se fonde le pouvoir politique en Afrique, ne peut pas être un acteur du changement tel que nous l'entendons. Et si nous voulons que notre peuple assume ses responsabilités, nous devons lui apprendre à combattre les dictateurs, à combattre le système politique que nous avons en face de nous, au lieu de le pousser à attendre le soulèvement d'un groupe militaro-policier pour pouvoir intervenir et le libérer. C'est comme ça qu'on fait grandir les peuples. C'est-à-dire on fait grandir les peuples, on fait passer les peuples du stade de l'enfance qui attend tout d'un sauveur à un niveau d'adulte qui assume ses responsabilités. Et ce n'est que comme ça que les peuples se sont affranchis et ont définitivement banni les tyrannies les plus cruelles de leur échiquier, de leur scène politique. Ce n'est que comme ça. Si nous ne faisons pas ce travail et que nous poussons nos peuples à attendre l'intervention d'un coup d'État, ça veut dire que nous continuons à déposséder, nous confirmons la dépossession du pouvoir de décision de nos peuples et nous confions ce pouvoir de décision maintenant à un groupe, parce que soi-disant armé, pour que ce groupe-là continue à détenir ce pouvoir. Donc c'est une erreur historique et une faute. C'est une faute historique que nous commettons là, en voulant que nos peuples attendent leur libération d'un noyau ou d'un petit groupe d'individus armés. C'est un contresens historique. Si nous encourageons ce type de choses, ça veut dire que nous ne voulons pas que notre peuple passe de l'enfance au stade de l'âge adulte. De l'âge adulte où les peuples prennent le temps qu'il faut lorsqu'ils sont tombés sous la domination d'une tyrannie soutenue aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, de s'organiser et à assumer ses responsabilités de manière organisée avec un leadership, ce qui fera ou ce qui fait que lorsque ce peuple reconquiert son pouvoir de décision, plus jamais aucun individu n'ose le lui reprendre et l'exercer de manière exclusive. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire ce soir sur le Gabon et ajouter que nous avons le devoir, l'impérieux devoir de faire grandir notre peuple. Au lieu de l'ancrer dans le monde de l'enfance, attendant le salut d'un groupe, d'une bande armée ou d'un sauveur venant de l'extérieur. Dans l'histoire de l'humanité, tous les peuples ont opéré comme ça. C'est-à-dire que il y a un moment donné des citoyens qui ont commencé à organiser leur peuple de sorte à les faire passer de l'enfance incapables d'agir au stade de l'âge adulte avec pouvoir d'action organisé dans la discipline, dans la responsabilité, dans la prise de la conscience historique et dans la gravité, dans la discipline. Voilà, et ce n'est que comme ça que l'Afrique va renaître. Autrement, nous allons transférer le pouvoir de main en main par l'intermédiaire d'un groupe militaro-policier sans jamais parvenir au stade de la renaissance effective de l'Afrique. Et nous n'irons jamais au panafricanisme avec ça. Il en est de même pour les élections.
Il en est de même pour les élections parce que le cadre étatique réel n'existe pas encore en Afrique. Nous avons des enclos coloniaux qui font office d'État. Et donc, dans ces enclos coloniaux, il y a quelques groupes qui détiennent le pouvoir. Et parmi ces groupes-là, il y a les forces armées qui sont la continuité de l'appareil militaire colonial. Il en est de même pour les élections qui sont faites en Afrique. C'est-à-dire qu'on peut avoir du changement pour le changement. Il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer de manière fondamentale. Parce qu'on n'a pas encore remis le pouvoir de décision entre les mains du peuple. Entre les mains du peuple. Et d'ailleurs, en Afrique, les élections, nous savons tous ce que cela veut dire. Parce que nous n'avons pas encore d'État. Et ce qui vient de se produire au Congo, en République soi-disant démocratique du Congo, est la preuve que, en fait, nos peuples sont manipulés à longueur de journée et sont orientés vers des non-choix. Et Kabila, sachant qu'il ne pouvait pas gagner, et faire gagner son dauphin, a décidé en tout cas de ne pas perdre. Sachant qu'il ne peut pas gagner, il a décidé de ne pas perdre. Donc, il suscite une candidature et pour garder la main, il transfère le pouvoir à cet opposant et prenant ainsi de coup tous ses adversaires, aussi bien locaux qu'internationaux. Voilà. Et puis, il crée une profonde division au sein de l'opposition avec la victoire proclamée du fils Tshisekedi. Et en même temps, Kabila a réussi à rallier les Africains à sa stratégie. Il a réussi à rallier les Africains à sa stratégie, en tout cas les panafricanistes et les Africains aujourd'hui à sa stratégie parce que en opérant, en donnant le pouvoir à Tshisekedi, qui vient d'un parti qui s'est longtemps affirmé comme l'opposition, aussi bien face à Mobutu qu'à ses successeurs, Kabila a réussi à faire intervenir directement les pays étrangers, notamment la France, les États-Unis, l'Union européenne d'une manière générale, directement sur la scène. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, les Africains ne tolèrent pas du tout ces pays-là, ne tolèrent plus que ces pays-là viennent donner des leçons et s'impliquent. Donc, une fois que ces pays-là, la France, les États-Unis, la Belgique, l'Union européenne, les pays de l'OCDE s'affirment et se montrent aux côtés d'un candidat, c'est fini pour ces candidats-là. C'est fini pour ces candidats. Donc, il est grillé. Donc, Kabila, en jouant finement le jeu, a réussi à mobiliser des Africains qui sont opposés à toute intervention des pays qui continuent de nous coloniser sur la scène politique africaine. Donc, Kabila a réussi par ce jeu de transmission du pouvoir au fils de l'ancien opposant Tshisekedi. Kabila a réussi par ce jeu, par ce mécanisme de transmission du pouvoir à Tshisekedi, à démontrer aux Africains que derrière la candidature de Martin Fayoulou, que c'est plutôt l'Occident qui est derrière cette candidature-là. Donc, c'est le grand gagnant en fait du jeu au Congo et l'unique gagnant, pas le peuple, c'est Kabila. Parce que Kabila, il est apparu là où personne ne l'attendait. Les États-Unis et la France se sont préparés pour intervenir au Congo. Parce que les États-Unis ont déployé une partie de leur, quelques
forces armées au Gabon, attendant que Kabila fasse la fraude électorale en faveur de son candidat, de son dauphin, Ramazani. Et comme ça, il va y avoir beaucoup de problèmes. Et là, ils vont intervenir. Donc, Kabila a joué, a dribblé tout ce monde-là. Parce que Kabila savait que s'il prenait le risque de faire le forcing à transférer le pouvoir à son dauphin direct, son sort va ressembler au sort de Kadhafi ou au sort de Laurent Gbagbo. Soit assassiné comme Kadhafi, soit il sera transféré, il sera arrêté, on va intervenir, on va l'arrêter et on va l'envoyer en tout cas à la Cour pénale internationale. Voilà. Et Kabila, conscient de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité la candidature de Tshisekedi, qui a fait défection à la réunion qui a eu lieu à Genève dans l'intention de désigner une candidature unique au sein de l'opposition institutionnelle au Congo. Et Kabila finançait la campagne de Tshisekedi. Et pendant que la campagne se déroulait, il y a eu beaucoup de discussions, des réflexions sur comment, voilà, quels sont les schémas applicables, les plans A, le plan B, le plan C, voilà. Donc, Kabila a anticipé tout ça et il a donné, à la fin, résultat des courses, comme il voyait que son candidat, son dauphin, n'était pas du tout accepté par les populations. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a conclu un accord avec l'opposant qui semble le plus compatible avec lui pour lui donner le pouvoir et ainsi créer un problème au sein même de cette opposition institutionnelle. Si bien même qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou, qui est soutenu par Jean-Pierre Bemba, qui, ne l'oublions pas, a été libéré récemment pour qu'il revienne au Congo affronter Kabila. Kabila a eu l'intelligence de bloquer sa candidature. Kabila a réussi aussi à renvoyer du pays comment il s'appelle, le gars de Katanga Business là, qui est très très riche là, Katumbi, Moïse Katumbi et quelques autres. Et ce sont ces gens-là, c'est ce groupe-là qui a désigné Martin Fayoulou comme leur champion, comme leur candidat. Et derrière ces gens-là, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba notamment, se trouvent les pays comme la France et la Belgique, les pays de l'OCDE d'une manière générale, qui aujourd'hui sont découverts parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils doivent nécessairement prendre position avec l'Église catholique, comme si l'Église était une institution organisatrice d'élections, quoi. Enfin, voilà. Donc, Kabila a anticipé tout ça. Et il a donné maintenant le pouvoir à un des opposants le plus compatible avec lui et qui sera à même d'exécuter ses ordres et qui pourra contrôler dans le sens où c'est lui, Kabila, qui est le détenteur véritable du pouvoir aujourd'hui au Congo. Voyez? Donc, en jouant à ce jeu-là, il a exposé clairement et nettement la nudité de la candidature de Martin Fayoulou, qui n'est qu'un agent de l'étranger. Et en même temps, ce n'est pas parce que Fayoulou est agent de l'étranger que Kabila serait nationaliste, patriote, et serait panafricaniste, etc. Non. Kabila aujourd'hui a consolidé son pouvoir en le transférant à un individu qui se présente comme un opposant. Donc le grand gagnant et l'unique gagnant, c'est Kabila. Et le peuple au Congo le peuple africain au Congo va encore souffrir
pour un bon moment, parce que pour l'instant, il n'a pas retrouvé son pouvoir de décision. L'ordonnateur et le vrai détenteur du pouvoir au Congo, c'est Kabila aujourd'hui, qui a décidé de le transférer à quelqu'un qui est le plus compatible avec lui, quoi. Donc voilà pourquoi notre devoir, c'est de ne pas ancrer notre peuple dans la recherche des raccourcis. Parce qu'en voulant toujours chercher des raccourcis pour trouver des solutions à nos problèmes, on ne fait que les complexifier, on ne fait que retarder les solutions et on ne fait que retarder la lutte libératrice qui doit s'opérer dans la continuité, par exemple au Congo, de Lumumba. Hein? On ne fait que perdre du temps à nous-mêmes. On se perd du temps et les choses se complexifient, les acteurs s'enracinent, le peuple se décourage, ainsi de suite, quoi. Et il n'y a aucun changement. Parce que, figurez-vous, Tshisekedi ne va apporter rien du tout comme changement au Congo. Il ne va rien apporter. Voilà. C'est l'opposition institutionnelle comme on en voit partout. Aussi bien Martin Fayoulou que Ramazani, que Etienne Tshisekedi, il n'y aura rien comme changement fondamental au Congo. Voyez? Il y aura rien parce que le peuple n'est pas encore l'institution qui confère le pouvoir, qui le surveille et qui le retire quand il faut le retirer. Et qui le confirme quand il faut le confirmer aussi, s'il estime que ce pouvoir est exercé dans ses intérêts bien compris. Donc, voilà, aussi bien les coups d'État que les élections, dans le contexte africain, aujourd'hui, c'est un pis-aller. Il n'y aura rien. On aura des changements dans la continuité. Et le système colonial va continuer. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, et c'est ce que nous avons écrit depuis plusieurs années déjà au Congo, par exemple, c'est qu'à un moment donné, le peuple se lève, soit organisé. Et ça a besoin, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais le peuple a besoin d'être organisé. Il faut que se lèvent des gens de la carrure, en tout cas, qui tiennent compte des expériences du passé, de l'expérience lumumbiste et autres, hein, en se référant au grand empire du Congo, hein, qui est le cœur même de la civilisation africaine, pour essayer de réorganiser ce peuple-là, pour balayer l'ensemble des acteurs politiques, hein, qui gangrènent la scène politique et qui sont des parasites, hein, de la vie, hein, de notre peuple au Congo actuellement. Voyez? Donc, voilà, ce qui se passe là, c'est dramatique et la situation du Congo ne va pas du tout s'arranger. Parce que même si Kabila a réussi à mobiliser, hein, une partie des Africains contre Fayoulou, parce que Fayoulou s'est affiché aux côtés, ou bien ses mentors ont apparu au grand jour en prenant position contre la transmission du pouvoir fondamentalement, il va y avoir aucun changement fondamental au Congo, parce que pour le moment, le peuple n'est pas encore n'a pas reconquis son pouvoir avec une nouvelle constitution, une constituante qui doit être mise sur pied pour changer l'ensemble du dispositif colonial qui opère au Congo et ailleurs en Afrique, quoi. Donc, tant que cet exercice-là ne sera pas fait par les Africains, on peut changer 1000 fois de président, aussi bien par coup d'État que par des farces électorales. Il n'y aura aucun changement. On aura plutôt un changement dans la continuité du système, comme dans tous les pays africains. Voilà ce que je tenais à dire pour le moment sur ces deux cas, hein, étant entendu que ce direct était prévu pour le Gabon. Donc je le fais, quoi. Et donc j'ajoute un peu, je fais une petite incursion au Congo pour montrer que actuellement, toutes les transmissions du pouvoir d'une main à une autre, sans que le peuple, sans que les Africains, de manière organisée et disciplinée, soient l'acteur principal, il n'y aura rien, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. On peut avoir tous les opposants, voilà, parce que les opposants même font partie de ce système-là. Les oppositions africaines font partie
elle-même de ce système, puisqu'elle ne propose pas une rupture constructive. Elle ne propose pas un changement radical avec la mise sur pied d'une constituante pour pouvoir réfléchir sur les nouvelles institutions à créer en Afrique, en dehors des institutions coloniales. Ces gens, quand ils arrivent au pouvoir, les oppositions africaines, quand elles arrivent au pouvoir, elles opèrent, elles prennent les institutions telles qu'elles sont et elles exercent le pouvoir dans le même cadre, quoi. Ce qui est une logique fatale pour nous. Ce qui est une logique fatale pour nous, tant que nous n'allons pas nous organiser pour faire en sorte que le peuple redevienne l'acteur principal de la vie sociopolitique de notre continent, de nos pays, il n'y aura rien. Il n'y a rien. Donc voilà, les pays étrangers continuent à jouer leurs intérêts sur tous les plans en Afrique. Hein? Ils placent leurs candidats, leurs pions, les médias opèrent pour construire l'image des gens qui sont soutenus de l'extérieur. Ces gens ont les moyens financiers et tout hein, pour s'imposer. Et donc, voilà, ça va continuer. Ça va continuer parce que les États-Unis, tous les autres pays, hein, les cousins des États-Unis, les cousins européens des États-Unis vont continuer à agir de la sorte. Aujourd'hui, cette situation se renforce par la Chine et tout ça. Hein, les pays émergents, l'Inde, le Brésil, la Turquie, tout le monde joue son va-tout en Afrique. Donc, c'est le moment ou à jamais de prendre nos responsabilités en nous organisant, en prenant le temps qu'il faut pour bien faire les choses une fois pour de bon. Voilà. Autrement, on ira de changement en changement sans que rien ne change vraiment. Voilà. Il y a quelqu'un qui fait un commentaire disant les États-Unis ont d'ailleurs envoyé leurs militaires au Gabon, oui, pour intervenir à cause des services de Fayoulou à Exxon. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que je viens de dire. J'ai dit ça tout à l'heure, que les États-Unis ont envoyé un détachement militaire au Gabon, attendant fermement que Kabila opère le coup d'État électoral en faveur de Ramazani. Et comme Kabila aussi est informé, bah, il a réussi à déjouer ce piège-là en transférant le pouvoir, en concluant un pacte de non-agression avec il a réussi à conclure un pacte de non-agression et de docilité et de collaboration avec Tshisekedi, qui aujourd'hui est son toutou, est son instrument. Et Kabila étant conscient que l'intervention des pays européens ou occidentaux en Afrique, très décriée par les Africains, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le pouvoir à son toutou et il expose ainsi Martin Fayoulou par le biais de ses mentors que sont la France et tout ça, lesquels pays se sont clairement exprimés contre la victoire proclamée de Tshisekedi, alors que les Africains qui sont très superficiels, qui ne voient pas tout le côté très stratégique de ce jeu-là, applaudissent une alternance pacifique au Congo qui a tant souffert. Ben, les Africains voient dans ce changement-là une très bonne nouvelle, alors qu'ils ne voient pas au-delà de tout ce qui se joue, ils ne voient pas tout le jeu que Kabila joue. Ben, les gens qui veulent l'alternance pour l'alternance, qui veulent le changement pour le changement, qui applaudissent Kabila, parce que Kabila a transmis le pouvoir pacifiquement à quelqu'un. Pour eux, ben oui, du DPS de Tshisekedi qui est décrit comme l'opposition, tout ça, alors que bon, ce parti-là, c'est un parti de l'opposition traditionnelle, classique, qui ne veut aucun changement en tant que tel, qui veut un changement tout simplement d'homme. Ben, c'est ce parti-là qui a gagné les élections. Et pour les Africains qui sont très superficiels et très attachés à l'alternance pour l'alternance, parce que conquis par le charme de la démocratie à l'occidentale qui donne les atouts d'un changement à chaque 5 ans,
un renouvellement et tout ça, ben les Africains sont restés là-dessus, ne voyant pas le jeu stratégique fondamental qui se joue ou qui est joué par Kabila dans cet épisode-là. Donc, en opérant comme ça, Kabila a réussi à rallier un certain nombre d'Africains qui sont fondamentalement anti-interventionnistes occidentalistes en Afrique. Et donc, Kabila est le grand gagnant. Il est le doublement gagnant parce que, il est vu comme celui qui opère une alternance politique au Congo de manière pacifique. Et de deux, celui qui s'est opposé d'une certaine manière dans l'organisation de cette élection-là aux Occidentaux, en renvoyant un certain nombre d'ambassadeurs et tout ça, et en disant que ben voilà, ils ont financé l'élection de leur propre fait. Bon, ça, il faut investiguer pour savoir s'il n'y a pas d'autres pays, parce que le Congo s'est rapproché notamment de la Chine. On n'a pas oublié l'épisode de la signature d'un contrat gigantesque avec la Chine par le pouvoir de Kabila, ce qui a fait en sorte que le FMI et la Banque mondiale se sont fondamentalement opposés à Kabila et voulaient même le remplacer déjà en 2010, il me semble. 2010, il me semble, ils avaient voulu déjà le remplacer. Et ces deux pays, ces grandes institutions que sont le FMI et la Banque mondiale, des instruments de puissance des pays occidentaux, ces deux instruments ont poussé Kabila à revoir ce contrat. C'est ainsi que la Chine et le FMI, c'est-à-dire les Occidentaux, se sont retrouvés pour revoir ce contrat-là, de sorte à ce que le butin congolais puisse être partagé aussi bien par la Chine que par les Occidentaux. Et c'est ça qui a permis à Kabila de rester au pouvoir jusqu'à présent. C'est que Kabila avait accepté de renégocier, de faire renégocier ce contrat-là entre les Occidentaux et les Chinois. Et ainsi, il a sauvé son pouvoir que finalement, maintenant, il a transmis à son toutou, qu'est Tshisekedi, quoi. Donc voilà un peu comment les choses se passent dans ce territoire. C'est une erreur grave que d'applaudir cette alternance qui n'est qu'une alternance de façade, qui ne va rien amener en tant que tel au Congo et à son peuple, qui va rester dans la souffrance et en proie aux guerres, à la misère, malgré la richesse énorme de ce pays qui devrait être à un niveau de progrès fulgurant, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut dire ce soir. Et conclure peut-être en disant que oui, pour ceux qui sont pour l'alternance, qui ne voient que le changement comme un changement de visage, de figure, de tête, de nom au pouvoir en Afrique, au trône en Afrique. Effectivement que ce qui s'est passé au Congo, là, c'est un changement. Sauf que ce changement-là, c'est un changement dans la continuité, quoi, tout simplement. Voilà. Et ceux qui veulent la politique des petits pas, qui sont des étapistes, qui vont vouloir que les choses changent progressivement, petit à petit, oublient que, mais non, c'est un peu la stratégie du garrot, quoi. Quand on dessert un peu plus le garrot, c'est que le sang coule un peu plus vite. Voilà, c'est ça. Nous sommes dans une position de blessé, d'un homme blessé. Et quand un peuple est blessé et qu'il a le garrot, celui qui l'a blessé, qui lui met le garrot, à un moment donné, il a l'intelligence de desserrer un tout petit peu le garrot. Le blessé, croyant ne plus avoir le mal parce que le garrot le serrait trop, sauf que derrière, il y a le sang qui coule un peu plus vite. Donc, le blessé perd un peu plus de son sang. Donc, si nous voulons nous inscrire dans la logique de petits pas et de petits changements
de changement de tête sur les trônes africains, nous ne faisons qu'approfondir le mal africain. Le mal, nous ne faisons qu'approfondir notre douleur et nous ne faisons que renforcer l'idée selon laquelle notre peuple serait un peuple d'enfants et incapable véritablement de passer au stade de l'âge adulte pour assumer ses responsabilités de manière définitive. Donc, si vous voulez, on peut changer l'image, on peut changer la personne, la tête de l'exécutif du système, on peut changer la tête du système, sauf que le corpus psychologique, intellectuel, opérationnel, stratégique et tout ce que vous voulez sur lequel repose ce système-là, bah, il continue d'opérer, quoi. Et cette illusion, cette illusion du changement a pour conséquence d'ailleurs de renforcer le découragement, l'esprit de découragement, parce que le peuple se dit, à un moment donné, ah, voyez, on a eu l'alternance, on a fait le changement, il y a eu un changement, même ça n'a pas apporté un changement profond dans le système et nos problèmes ne sont pas pour autant résolus. Donc, c'est plutôt une faute qui est commise là que de vouloir présenter la continuité comme un début de changement à notre peuple. Voyez, c'est présenter la continuité qui s'opère par un changement de visage ou par un changement de l'occupant du trône comme un premier pas vers le changement est une illusion parce qu'on crée l'illusion chez le peuple et on le trompe et la conséquence de tout ceci c'est que le peuple se dit ben voilà, on a changé, on a fait on a fait les alternances qu'il faut, mais finalement, il n'y a que Dieu qui puisse nous sauver. Et donc, on inscrit le peuple dans une logique plutôt de fatalité ou de fatalisme, tout simplement. Voilà. Donc, je pense qu'il faut avoir une analyse claire, radicale, qui touche les racines du problème, au lieu de présenter tout ce qui est changement cosmétique comme un premier pas vers le grand changement qui s'annonce. Voilà. Et je viens de le démontrer, ce qui s'est passé au Congo. Le grand gagnant, c'est le gagnant unique, c'est Kabila et son clan, et son pouvoir, et leur soutien. Voilà, ce sont ceux-là qui sont les gagnants. Et en aucun cas, le peuple n'a gagné quelque chose dans le changement qui vient d'opérer, qui vient de s'opérer au Congo. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Pour les gens qui veulent continuer le débat, ben voilà, je suis là. On peut discuter via vos commentaires et autres, quoi. Donc voilà, il ne faut pas inscrire notre peuple dans le faux espoir d'une continuité qui est présentée comme un premier pas vers la libération et le changement. Voilà, c'est une erreur grave. Bonne soirée, à tout bientôt.